vous accueillir ce soir ici à l'Institut français pour Virginie Prévost et Axel Derrix, qui rentrent dans le cadre de nos rencontres-débats, qui sont d'estampillés e-débats, et que nous organisons régulièrement ici dans l'auditorium de l'Institut. Cette rencontre sera l'occasion de parler des mosquées ibadites de Djerba, qui ont fait l'objet d'un livre publié aux éditions Cérès récemment. Voilà, nous allons en apprendre plus sur ce sujet. Et je vais laisser la parole à Monsieur l'ambassadeur qui souhaite dire un mot. Tout grand merci, Monsieur le Directeur. Je pense que je vais essayer d'être aussi court que possible, mais quand même, ce n'est pas tous les jours que l'occasion se présente d'abord d'avoir des compatriotes qui se sont lancés dans une aventure qui a pris quand même 2 voire 3 ans, puisqu'en fait ça a commencé en 2015. C'est à l'initiative d'ailleurs de mon prédécesseur, ambassadeur de Belgique, que l'idée a germé, en tout cas pas l'idée, puisque l'idée venait évidemment de vous deux bien sûr, mais que l'idée de soutenir cette initiative remarquable a commencé à se développer, et je suis très heureux d'avoir appris et surtout d'avoir pu constater que 2 compatriotes émérites, M. Johnny de Mersman et aussi M. Pascal Bowen, se sont joints dans ce soutien. Et on peut dire effectivement que ce livre, si c'est absolument aussi exact, que sans la francophonie, sans l'Institut français, et sans le soutien de la France aussi, quelque part, et même partout, via son Institut français, sans ce soutien, effectivement, ce livre n'aurait pas vu le jour, et sans doute beaucoup plus profondément sans le soutien de l'éditeur Cérès. Alors c'est une aventure qui a commencé effectivement en 2015, donc ça vous donne une idée du temps qu'il a fallu, pas simplement pour faire le travail, mais pour pouvoir trouver le bon éditeur, pour trouver les financements, pour retrouver les financements qui avaient été perdus chez les mauvais éditeurs, et puis finalement pour se retrouver effectivement aujourd'hui avec un travail accompli, ce qui montre au fond plusieurs choses sur les deux, le photographe et l'auteur, l'écrivaine et le photographe, les 2 auteurs, les co-auteurs de ce livre, et surtout le photographe peut-être quelque part. C'est la détermination dont il faut faire preuve en Tunisie. Je pense que dans ce secteur comme dans d'autres, il faut une volonté de faire, la patience et de l'énergie pour arriver à ses fins. Au bout du compte, ça marche, ça fonctionne, mais c'est vrai qu'il faut, comme je l'ai dit, de la détermination, de la volonté, et aussi, bien sûr, du soutien financier. Donc moi, je félicite profondément ici Virginie et Axel, si j'ose me permettre de les appeler par leur prénom, pour justement cette détermination dont vous avez fait preuve, cette volonté. Vous ne vous êtes pas laissé abattre par les multiples obstacles sur votre voie. Et comme je connais un peu mieux le domaine économique que le monde des arts et de la culture, j'invite aussi d'ailleurs mes compatriotes à prendre exemple sur votre motivation dans le domaine économique aussi. Pour investir en Tunisie, il faut de la détermination, il faut de la volonté, il faut de la patience et il faut du soutien. Donc je pense qu'ils ont là aussi des leçons à tirer, que nous pourrons profiter, donc nous pourrons profiter dans d'autres enceintes et dans d'autres cercles de ces jours. Mais revenons ici à la culture et à ce magnifique livre. Djerba, les mosquées ibadites, édité par Cérès à Tunis, avec le soutien, effectivement, comme je l'ai dit, de la Belgique, et un livre qui s'adresse à toutes les Tunisiennes et à tous les Tunisiens. Le travail photographique d'Axel est mis en avant, il est ponctué de textes produits par Virginie. Axel et Virginie, Virginie et Axel. Nous apprendrons ainsi qui sont les ibadites, quelle est leur place dans l'histoire et la société tunisienne contemporaine. Nous apprendrons surtout ce qui fait cette architecture si singulière, je n'en dirai pas plus. Je pense que c'est pour ça aussi aujourd'hui que nous avons l'occasion d'avoir les 2 auteurs devant vous pour répondre à toute une série d'interrogations et d'approfondissements de ce magnifique livre. Alors quelques mots quand même sur les 2 protagonistes, les 2 principaux héros de cette aventure. D'abord Virginie Prévost. Après des études en histoire de l'art, en islamologie et en histoire des religions, Virginie Prévost
a défendu en 2002 à l'ULB, l'Université libre de Bruxelles, une thèse de doctorat consacrée aux ibadites du sud tunisien. Et en fait, c'est une passion, puisque vous avez continué d'approfondir cette dimension des ibadites qui vous ont apporté une nouvelle interprétation de l'histoire du Maghreb médiéval en mettant en valeur, en mettant en exergue le témoignage essentiel et souvent négligé des historiens ibadites d'origine berbère. Madame Prévost s'est intéressée à tous les aspects de la civilisation ibadite, ancienne et contemporaine, et tout spécialement à l'architecture qu'ils ont créée ou influencée au Maghreb et notamment à Djerba. Et je la laisserai aussi parler, peut-être si l'occasion se présente, des nombreux ouvrages qu'elle a publiés, mais je voudrais quand même en citer quelques-uns. L'aventure ibadite dans le sud tunisien, les ibadites de Djerba à Oman, la troisième voie de l'islam, les mosquées ibadites de Djebel Tafoussa, architecture, histoire et religion du nord-ouest de la Libye, et plus encore. Donc vous avez affaire, si j'ose me permettre, certainement à une experte. Il y a d'autres experts que je vois ici, qui viennent d'ailleurs de la région directement, mais certainement nous avons là une des grandes spécialistes, en tout cas belges, de la matière. Et puis Axel Derricks, vieux compatriote, si j'ose me permettre, pas vieux dans l'âge, mais dans son séjour à Tunis, puisqu'il a choisi en fait la Tunisie pour travailler et y vivre. Il est né à Asset, en Belgique, et entre l'essai documentaire et l'art, ses photographies cherchent à saisir des tranches de vie dans un style authentique. Après avoir entamé un parcours intensif cumulant expositions, éditions et reportages, le désir de privilégier le temps long l'amène à se consacrer à 3 sujets qu'il peut ainsi traiter en profondeur. Les pays des hommes intègres, qui l'amène à sillonner pendant 15 ans le Burkina Faso, une saisie esthétique, et les déserts, et enfin, ibadisme, et puis surtout maintenant, les ibadites de Djerba et d'ailleurs. Je pense que ce livre aussi tente de capturer ce qu'on appelle l'esprit djerbien, que beaucoup de nos compatriotes connaissent, puisque vous savez qu'une grande partie de notre communauté, notamment pas mal de nos retraités, de nos pensionnés vivent en Tunisie, à Djerba. Donc je pense que j'ai été assez long. Une fois de plus, toutes mes félicitations pour ce travail, pour l'accomplissement et l'aboutissement. Nous sommes le 12 mars 2018. Je peux témoigner à quel point il a fallu effectivement de détermination, de temps pour y arriver. Je pense aussi que vous avez eu, et je le répète encore, des soutiens qui sont restés au fond indéfectibles. Et c'est pour ça d'ailleurs que l'ambassadeur a eu le plaisir de recevoir quelques centaines d'ouvrages qui figureront parmi ces livres de prestige à offrir à nos meilleurs invités. Et donc, une fois de plus, grâce à cette initiative. Je vous remercie tous pour votre attention. Bonsoir. Avant tout, moi je tiens à remercier Son Excellence, je retiens exactement et plus précisément aussi l'Institut français qui nous permet d'être ici ce soir. Je ne vais pas m'attarder sur ces choses-là, je crois qu'on va directement entrer dans le sujet. Avec tout le monde. C'est-à-dire que, comme Son Excellence l'a précisé, il y a des gens parmi nous qui connaissent très bien le sujet. Mieux que nous, même, il faut le dire. Il y en a qui n'y connaissent rien. Or, sur le coup, l'idée du livre, le projet, depuis le départ, c'est de faire quelque chose qui s'adresse à tout le monde, qui s'adresse à tous les Tunisiens, qui, dans de nombreux cas, n'ont jamais entendu parler d'ibadisme, d'ibadite ou quoi que ce soit. En gros, la question qu'on va aborder n'est pas d'ordre religieuse. Ce qu'on veut mettre en avant, c'est une exception en termes de patrimoine, en termes d'architecture, en termes d'histoire partagée avec l'ensemble de la Tunisie. Et pour ça, je vais directement passer la parole à Virginie. Bonsoir à tous, merci de m'accueillir ici. C'est un grand plaisir pour moi d'être parmi vous à Tunis. Alors, je vais d'abord vous expliquer très brièvement les origines de l'ibadisme, qui forme donc, à côté du sunnisme et du chiisme, la troisième branche de l'islam. Alors, tout commence en 657, c'est-à-dire seulement 25 ans après la mort du prophète Muhammad. Alors, à cette époque, l'Umma, c'est-à-dire la communauté musulmane, est divisée entre 2 grands clans rivaux.
Alors, d'une part, on a les partisans de Ali. Donc, Ali, c'est le gendre et le cousin du prophète. C'est à cette époque-là également le 4e calife de l'islam. Et de l'autre côté, on a un groupe de musulmans qui sont dirigés par Muawiyah, qui sera plus tard le premier calife omeyyade, qui, eux, accusent Ali d'être à l'instigation du meurtre de Uthman, qui était le 3e calife, donc celui auquel il a succédé. Alors, il y a deux grandes armées qui vont se rencontrer à la bataille de Siffin, donc au bord de l'Euphrate. D'une part, donc l'armée de Muawiyah et d'autre part l'armée de Ali. Et Muawiyah va obtenir de Ali qu'il accepte un arbitrage humain, c'est-à-dire donc que des arbitres se prononcent sur l'issue du combat. Alors, entendant ça, il y a un groupe de partisans de Ali qui vont se désolidariser de lui et qui vont proclamer qu'en fait, l'issue de la bataille appartient au seul jugement de Dieu. Alors ces gens-là, ce sont les gens qu'on appelle les rarigites. Alors par la suite, en fait, ces rarigites vont former un groupe de gens assez violents qui ont laissé un très très mauvais souvenir dans l'histoire de l'islam. Aujourd'hui, ils ont complètement disparu. Par contre, parmi eux, il y a un groupe de musulmans qui va se distinguer, qui va se réunir à Basra, c'est-à-dire ici, donc au sud de l'Irak, et ils vont dans cette ville mettre au point une doctrine qui est extrêmement pacifiste. On parle de doctrine quiétiste qui est basée sur l'égalité totale entre les musulmans. Ils vont fonder là un gouvernement clandestin et surtout, ils vont mettre au point une école de missionnaires. Donc, ils vont former des missionnaires à cette nouvelle doctrine qui est la doctrine ibadite et ils vont les envoyer aux 4 coins de l'empire musulman, ce qui est très ingénieux pour propager cette doctrine. Et il y a 2 endroits où l'ibadisme va s'implanter durablement. C'est d'une part l'Afrique du Nord qui constituera notre principal sujet, mais également le sultanat d'Oman. C'est là que je reviens au programme du voyage que j'avais annoncé plus tôt. C'est qu'on va faire un petit arrêt par Oman, parce que Oman ne peut pas être négligé dans cette histoire, mais c'est pas le sujet principal de la soirée. On veut vraiment se concentrer sur Djerba dans sa place dans le Maghreb. Donc on va faire un petit arrêt à Oman d'abord, on y est là. De là, on fera un saut dans le Mzab, où j'ai eu mon coup de cœur pour l'architecture, pour l'ibadisme en 2009, d'où on continuera dans le Jebel Nafouza en Libye, pour terminer enfin à Djerba, le sujet de la soirée. Voilà, donc en Oman, il y a un premier imama ibadite qui est fondé vers 746, et puis jusqu'à nos jours, il y a toute une série de dynasties prestigieuses ibadites qui vont se succéder. Donc il faut savoir qu'actuellement, le sultan d'Oman, le sultan Qaboos, est un ibadite, ainsi qu'environ la moitié de la population omanaise. Alors vous voyez sur la carte, en fait, les principales villes ibadites de ce pays, elles sont concentrées en fait au centre du pays, dans une région qui est montagneuse. Donc ici, vous voyez un paysage typique du sultanat d'Oman. C'est vraiment un très 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 beau pays. Et voici une mosquée qui est vraiment l'archétype de la mosquée omanaise. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on retrouve dans cette architecture ibadite d'Oman toutes les caractéristiques que l'on verra plus tard au Maghreb, c'est-à-dire, d'une part, la multiplicité des mihrabs, donc les petites niches. Ici, vous voyez, il y en a une petite qui est située juste entre les 2 entrées de la mosquée. On note aussi une grande sobriété, l'emploi des matériaux locaux, et puis le fait que le lieu de culte est bâti à taille humaine. Ça, c'est très important dans l'ibadisme. Tout est parfaitement fonctionnel et donc il n'y a absolument rien d'inutile. Aucun détail n'est superflu. Ça revient exactement quelque part à l'origine et la raison pour laquelle on est là. C'est qu'au départ, toute cette histoire est un coup de cœur de photographe qui n'y connaît absolument rien à l'ibadisme et qui heureusement peut compter sur Virginie pour cet aspect-là. Mais c'est cette sobriété qui revient tout le temps, qui est en fait, c'est pas juste une sobriété en fait. Tout ce qui a été construit pour une raison bien précise. C'est-à-dire qu'il y a une logique utilitaire dans toute l'architecture. Et le résultat qui en découle est esthétique. C'est quelque chose qui, dans ma modeste passion pour l'architecture, revient tout le temps, et c'est ce que je veux mettre en avant en fait dans la photo, dans le livre, c'est cette simplicité qui devient belle plutôt que d'essayer de faire quelque chose de joli qui en fin de compte n'est pas pratique.
Alors donc, la seconde région dans laquelle l'ibadisme s'implante de façon durable jusqu'à nos jours, c'est l'Afrique du Nord. Donc en fait, l'ibadisme s'est d'abord implanté en Tripolitaine, et puis à la fin du 8e siècle, il y a un premier imama ibadite qui a été fondé à Taert. Donc Taert, ça se trouve en fait ici, donc actuellement au nord-ouest de l'Algérie. Alors cet imama a été extrêmement prestigieux, et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a toute une série de régions que vous voyez représentées ici en orange, qui ont reconnu l'autorité spirituelle de cet imam. Vous voyez que c'est vraiment une très très vaste étendue, puisque même le Fezzan, qui est une région du sud-ouest de la Libye, reconnaissait cette autorité. Alors, dans le cas de la Tunisie, ce qui est intéressant, c'est que au nord du pays, on avait le pouvoir aghlabide, que tout le monde connaît, la grande dynastie aghlabide, et au sud, donc les régions, en fait, ne reconnaissaient pas du tout cette autorité, mais bien l'autorité religieuse de l'imam de Taert. Alors, ça va durer jusqu'en 909, et là, en fait, toute cette belle organisation s'écroule, puisque en 909, c'est l'arrivée des Fatimides, ceux qui ont fondé la ville de Mardia sur la côte. Donc ce sont des chiites ismaéliens, et ils vont mettre fin dans le même temps au pouvoir aghlabide et au pouvoir roustoumide. Oui, j'ai oublié de vous dire que cet imama s'appelait l'imama roustoumide, en fait du nom de son imam fondateur. Alors, à partir de cette époque, donc de l'époque fatimide, eh bien, les ibadites vont progressivement diminuer en nombre, et ils vont se concentrer finalement dans les trois régions où ils vivent encore aujourd'hui, le Mzab en Algérie, Djerba et le Djebel Nafoussa au nord-ouest de la Libye. Alors, ce qui est intéressant, c'est de remarquer que ce sont trois régions qui se caractérisent par un certain isolement, puisqu'on a une île, on a la vallée du Mzab, qui se trouve à 600 km au sud d'Alger, un peu au milieu de nulle part. Et puis, on a donc des montagnes, le Djebel Nafoussa. Alors, avant d'aborder ces régions, je voudrais vous dire quelques mots rapides sur l'ibadisme et ses principes. Donc, le premier principe fondateur, à mon avis, c'est le fait que la direction des croyants doit être réservée à celui qui est le plus pieux, qui est le plus savant, qui est le plus compétent. Ça, c'est vraiment quelque chose de très important, quelle que soit son origine familiale ou ethnique. Donc, il n'y a aucun privilège qui proviendrait d'une éventuelle descendance. Alors, il y a ensuite le retour au fondement de l'islam. Il y a également une rigoureuse application des principes coraniques, tant dans les actes que dans la pensée, ça c'est très important également, l'égalité absolue entre les croyants. Et alors il faut savoir que les ibadites en fait sont à l'origine de tout le commerce transsaharien, donc ce sont eux qui ont développé les voies qui traversent le Sahara, notamment jusqu'au Niger, et grâce à ce commerce, ils ont acquis de très très grandes richesses. Alors malgré ça, ils ont toujours veillé à ce que tout le monde vive extrêmement modestement. Donc il y a vraiment une volonté de ne jamais mettre en évidence aucun élément ostentatoire, aucun élément luxueux. Et ça se retrouve très bien dans l'architecture, puisqu'on va avoir une architecture très sobre, presque austère, avec l'emploi des matériaux locaux, ça c'est très important, et surtout, comme vous allez le voir, qui est vraiment conçu à taille humaine. Ce que je me permettais de faire comme parallèle avant que Virginie me dise que ça manque totalement de nuances, c'était en quelque sorte de faire un parallèle entre les ibadites d'une part et les protestants qu'on connaît chez nous. C'est un peu les mêmes choses qui m'ont frappé, c'est-à-dire il y a cette sobriété, il y a cette valeur du travail, et il y a quelque part cette égalité même dans l'architecture qui revient tout le temps. Ce qu'on appelle ici dans le Nord l'esprit djerbien, en gros. Bon, après, quand j'ai rencontré Virginie, il a fallu que je corrige quelque chose. Ah non, en fait, elle m'a demandé de ne plus le dire. C'est pas vrai. Je me souviens. Mais je l'ai dit, voilà. Bon, alors je vais dire juste 2-3 mots de la vallée du Mzab, parce que, évidemment, c'est la région ibadite qui est la plus connue. En fait, c'est même la seule, finalement, qui est connue du grand public, grâce à son architecture qui est assez extraordinaire, qui a été beaucoup photographiée. Donc, en fait, la vallée donc, de l'Oued de Mzab a été occupée par les ibadites à partir du XIe siècle, et ils y ont fondé 5 villes. Alors, on voit ici une vue de Gardaya, qui est la capitale, si vous voulez, de
vallée du Mzab. Alors, l'architecture ici, bon, elle partage toutes ces caractéristiques de sobriété qu'on a évoquées, mais il y a de grandes différences avec ce qu'on verra après à Djerba et dans le Djebel Nafousa. Notamment, vous voyez ce gigantesque minaret qui surplombe la cité. Alors, c'est un minaret dont on dit que la forme est pyramidale. Il se termine par 4 doigts. Et en fait, à l'époque, il servait tout à la fois de minaret au sens religieux du terme, mais également de tour de guet pour protéger la cité d'éventuelles attaques. D'ailleurs, le principe des cités du Mzab, c'est que toute la ville, en fait, est engendrée autour de la grande mosquée, qui est vraiment le centre principal. Et en fait, les maisons forment une sorte de rempart, une muraille, tant elles sont proches les unes des autres. Alors, cette prédominance de la grande mosquée sur le grand nombre d'autres mosquées qu'il y a bien évidemment dans le Mzab, ça c'est quelque chose qu'on ne trouvera pas à Djerba et dans le Djebel Nafousa où toutes les mosquées sont modernes. On n'a pas, modestes, pardon, on n'a pas une seule mosquée qui se distingue de loin des autres. Ici vous avez une vue de la ville d'El Atef, donc on repère ici aussi ce minaret, vous voyez, ils sont assez semblables les uns aux autres. Et ici en contrebas, on a la petite mosquée Sidi Ibrahim. Alors, cette mosquée, c'est une des mosquées les plus connues du Mzab, parce qu'en fait, elle a très très fortement inspiré Le Corbusier. Donc, il s'est vraiment inspiré des principes de cette mosquée pour créer la fameuse chapelle Notre-Dame du Haut à Ronchamp en Bourgogne, qu'il a achevée en 1955. Notamment, il s'est inspiré de toutes les niches que vous voyez sur la façade de la mosquée. Alors, on peut remarquer que c'est une mosquée semi-souterraine, puisqu'il y a quelques marches qui permettent d'accéder à la salle de prière. Et ça, c'est une caractéristique qu'on va retrouver à Djerba et dans le Djebel Nafousa. Et voilà l'intérieur de cette mosquée, tout en sobriété. Il n'y a vraiment aucun élément décoratif, parce qu'en fait, ces éléments décoratifs pourraient troubler, si vous voulez, le rapport qu'il y a entre Dieu et le fidèle au moment de la prière. Et puis, on a toute une série de niches que vous pouvez observer. Donc ça montre bien le côté extrêmement fonctionnel de l'architecture ibadite. Ces niches sont très utiles pour entreposer des Corans, pour y mettre des lampes à huile, pour éclairer la salle et d'autres choses. Un objectif, par exemple, quand on est en train de photographier l'espace. Bon, pour la petite histoire, quand j'étais dans le Mzab en 2009, j'avais jamais entendu parler d'ibadisme. C'est à ce moment-là, on peut dire que j'ai eu ce coup de cœur. C'est à ce moment-là que je me suis dit, tiens, je vais approfondir ce sujet, pour des raisons évidentes, en fait, parce que c'est des belles formes, c'est des belles lumières, c'est un sujet qui était totalement méconnu et qui me permettait de travailler sans pression, déjà, et d'avancer tout à mon aise. Maintenant, voilà, très très vite, je me suis rendu compte que ce sujet qui me tenait à cœur, j'allais pas le maîtriser. C'est quelque chose dans lequel je devais avancer à ma façon, juste avec un regard, mais très vite, j'ai eu la chance à Djerba d'être mis en contact avec Virginie, ce qui nous a permis à ce moment-là de donner une dimension plus que bêtement photographique à un sujet que je voulais faire savoir et faire connaître au plus grand nombre. Voilà, alors on va passer maintenant au Djebel Nafousa, sur lequel on va s'attarder plus longuement, parce que c'est une région dont l'architecture, là, pour le coup, est vraiment tout à fait inconnue. Donc on a eu la chance, Axel et moi, d'y séjourner en 2010, donc avant la révolution libyenne, et d'en tirer un livre qui est paru à Londres en 2016. Donc le Djebel Nafousa, comme vous voyez, eh bien, c'est la continuation du Djebel Matmata et du Djebel Demer en Tunisie. C'est le même genre de paysage. Donc ce djebel est séparé de la Méditerranée par la plaine de la Jafara, qui est en fait le principal couloir par lequel les envahisseurs venus d'Orient pouvaient gagner la Tunisie. Et donc de ce fait-là, eh bien, les Berbères de Tripolitaine, qui donc étaient ibadites depuis très longtemps, se sont progressivement réfugiés dans les montagnes et ils y ont construit une série de villes, un phénomène qui, à Djerba, par exemple, n'a pas eu lieu, puisqu'on verra que tout est dispersé sur la surface de l'île. Alors voilà le paysage donc du Djebel Nafousa, qui se présente depuis la plaine comme une sorte de falaise. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, ce sont des montagnes qui ne sont pas hautes. Le plus haut sommet du Djebel Nafousa, c'est 805 mètres, c'est-à-dire que c'est pas très haut.
Par contre, quand on est dans la montagne, on se rend compte que c'est extrêmement escarpé. Et donc, les Berbères Nafousa, qui ont donné leur nom à ces montagnes, ont pu profiter de tous ces endroits extrêmement escarpés pour construire des places dans lesquelles ils pouvaient se réfugier et donc échapper à toutes ces vagues successives de conquête. Une des particularités du Djebel Nafousa, ce sont les greniers fortifiés. On voit ici celui de Kabao. Donc en fait, c'est le même principe que ce que vous connaissez en Tunisie. C'est un amoncellement de rorfa, des petites chambres qui vont servir aux Berbères pour entreposer bien à l'abri toutes leurs victuailles, leur huile, etc. Donc c'est vraiment le même type d'architecture. Et voilà ici la mosquée vraiment archétype, si vous voulez, du Djebel Nafousa. Alors comme vous voyez, quand on parle de sobriété, là c'est vraiment le meilleur exemple. Donc c'est une mosquée, on ne peut pas faire plus simple que ça en fait. Donc c'est construit avec des pierres qui sont ramassées par terre, qui vont être assemblées avec un mortier très grossier. Et donc le problème que nous avons eu, Axel et moi, quand on a cherché ces mosquées dans le Djebel Nafousa, c'était de reconnaître d'abord qu'il s'agissait bien d'une mosquée. Parce qu'en fait, ce genre de bâtiment tellement simple peut être confondu facilement avec des habitations, avec différents types de bâtiments. Alors heureusement, il y a des éléments qui peuvent nous aider à la repérer. D'abord, c'est le mihrab, qui apparaît toujours en saillie à l'extérieur du mur de Qibla. Donc c'est quelque chose qu'on va retrouver à Djerba. Vous voyez ici, donc ça c'est vraiment un excellent indice pour repérer du premier coup qu'il s'agit bien d'un lieu de culte. Alors, dans le Djebel Nafousa, il y a énormément de mosquées qui sont semi-souterraines et dans certains cas qui sont complètement souterraines, comme c'est le cas ici. Donc vous voyez bien qu'il y a une volée de marche qui permet d'accéder à la salle de prière souterraine. Alors ici, c'est vraiment la mosquée qui témoigne du travail que j'avais fait pour ce livre. Le but, en fait, c'était de rechercher des lieux de culte qui étaient évoqués dans les sources ibadites, donc des textes écrits en arabe qui s'échelonnent entre, disons, en gros, le XIe et le XVIe siècle. Ici, par exemple, la mosquée porte le nom d'Abu Zakaria al-Tukiti, et c'est un personnage, en fait, qui est très connu des sources ibadites. Donc, ça nous a permis de faire le lien entre les textes et les mosquées que nous avons trouvées sur place. Voilà, ici, vous voyez la salle de prière donc, de cette mosquée, entièrement souterraine, qui est très très peu éclairée. Et ce qui est intéressant, bon, évidemment, il y a toujours cette notion de sobriété, mais vous voyez qu'il y a une corde sur laquelle sont posées des couvertures, des draps. Et donc, ça montre que la population, en fait, a toujours un grand intérêt pour ces mosquées anciennes, et ils viennent y passer la nuit, y prier dans certaines occasions, notamment des fêtes religieuses. Alors, voilà la grande mosquée de Nalout, quasiment à la frontière tunisienne, donc une mosquée qui, elle aussi, est très ancienne. Et là, on voit le second signe qui permet, le cas échéant, de reconnaître les mosquées. C'est la sorte de petit minaret que vous voyez là, qui est en fait une structure tripode, qui est ajourée, et qui, plus qu'un minaret, en fait, est un signe qui permet de distinguer le lieu de culte. Alors ici, à l'autre bout du Djebel, dans la région de Yefren, on a une mosquée qui a été rénovée, donc on l'a blanchie à la chaux, comme vous pouvez le voir. Donc là, on est un peu déjà dans l'esprit de Djerba. On retrouve d'un autre côté les niches qui sont aménagées dans le mur d'enceinte de la cour que nous avons vu dans le Mzab. Et puis, on a ici un mihrab de cour, donc qui va permettre aux fidèles de faire la prière dans la cour quand le temps le permet. Alors, ce qui nous intéressait très fort dans cette recherche de mosquées dans le Djebel Nafousa, c'est le fait qu'il y a énormément de mosquées qui remploient des éléments d'architecture romaine. C'est une région qui a été fort colonisée par les Romains. Et puis aussi, selon les textes ibadites, énormément d'églises ou de basiliques byzantines qui ont été reconverties. Donc ça m'intéressait particulièrement. Alors, la plus fameuse d'entre elles, c'est cette mosquée Knissa. Donc, Knissa, déjà, ça veut dire l'église. Alors, pour cette conversion, donc que moi j'estime probable, il n'était pas très difficile aux ibadites de convertir la mosquée. En fait, il suffisait de rajouter un mihrab en direction de la Qibla. Donc, on le voit ici tout au fond.
Et on remarque que la salle de prière ici est beaucoup plus grande, beaucoup plus ordonnée, disons, que ce qu'on a vu d'habitude. Alors, comme vous pouvez le constater, en fait, le sol est complètement remué. Donc, on en parlera encore malheureusement pour Djerba. Ces mosquées sont, dans certains cas, victimes de pilleurs de trésors, aussi bizarre que ça puisse paraître. Donc, il y a toute une série de gens qui sont des vandales, en fait, qui pensent que ces mosquées anciennes renferment des trésors byzantins. Et donc, pour les trouver, eh bien, ils vont creuser très profondément dans le mihrab, au pied des colonnes. Et évidemment, c'est une catastrophe parce que ça déstabilise complètement les bâtiments. Et cette pauvre mosquée Khnissa, là, qu'on a vue il y a quelques années, ben, n'est peut-être plus en aussi bon état que ce qu'on a vu à l'époque. Alors, donc, généralement, dans les mosquées ibadites, il n'y a aucun décor, mais tel que nous le concevons en tout cas, mais il y a dans certains cas des compositions comme celle que l'on voit ici. Donc en fait c'est un mélange. Donc d'une part on a des phrases qui sont écrites en arabe, alors soit ce sont des formules religieuses, soit ce sont des versets coraniques, soit dans certains cas qui sont très intéressants pour les historiens, ce sont des inscriptions qui datent les rénovations qui ont été faites. Et en fait c'est combiné avec des mains, ce qu'on appelle vulgairement des mains de Fatma, donc qui sont des signes apotropaïques, et puis toute une série de signes berbères, comme les grands chevrons que l'on aperçoit ici. Je peux dire? Oui. J'ai photographié aussi des signes de pied au plafond. Ça fait partie des mystères, parce qu'on n'a jamais imaginé comment éventuellement ils faisaient les empreintes des pieds. Peut-être qu'on pourra nous renseigner. Alors ici, il y a une autre mosquée qui nous a beaucoup intéressés parce qu'on a pu la dater du Xe siècle grâce à la personnalité qui l'a fondée, Abu Haroun. Et ce qui est intéressant, c'est que c'était la mosquée principale d'Ibn Ayn, qui dans les sources ibadites correspond à une cité assez importante. Et comme vous pouvez voir aujourd'hui, il n'y a plus rien. Donc cette mosquée est vraiment perdue au fond d'une vallée très difficilement accessible. Même avec un 4x4, etc., on a eu beaucoup de mal à accéder à la mosquée. Et par contre, comme vous voyez, elle est parfaitement entretenue. Donc ça montre bien vraiment l'intérêt de ces populations qui se cotisent en fait, parce que il faut bien comprendre qu'à l'époque de Kadhafi, il y avait une très très grande hostilité vis-à-vis des Ibadites, qui combinait à ses yeux deux grands défauts. D'abord, c'était des Berbères, alors que Kadhafi voulait que toute sa population soit arabe, et en plus de ça, c'était des Ibadites. Donc lui considérait que c'était des hérétiques. Et donc, évidemment, il n'y a eu aucun effort qui a été fait pour conserver ces mosquées. Et donc, en fait, les Ibadites se cotisaient pour réunir des fonds, pour les consolider, faire les travaux nécessaires, voilà, pour préserver leur lieu de culte. Alors, dans certains cas, malheureusement, eh bien, ils ont dû s'arranger avec le pouvoir de Kadhafi pour conserver leur mosquée. Donc ici, on a la mosquée d'Abou Mansour Ilyas, qui, une fois de plus, est un personnage vraiment déterminant dans l'ibadisme du Maghreb. Alors, je ne sais pas si vous voyez la mosquée qui est noyée maintenant, d'une certaine façon. Donc c'est cette longue forme en pierre avec le tout petit pinacle ici qui a été blanchi à la chaux. Et donc, pour garder cette mosquée, eh bien, les Ibadites ont dû accepter qu'on construise ce grand complexe religieux juste à côté, qui évidemment n'a absolument rien à voir avec l'architecture vernaculaire. Donc, voilà, ils ont dû composer, si vous voulez, pour pouvoir conserver leur lieu de culte. Tu dis un mot sur Djerba ? Mais oui, mais elle a dit la suivante, c'est toi qui vas reprendre. Oui. Donc oui, voilà, on a fait une assez longue introduction, mais on trouvait que c'était très intéressant, déjà pour présenter Djerba, de la placer dans son contexte. Je crois que c'est important aussi justement d'insister sur le lien qui existe entre Djerba et le Djebel Nafousa, aussi bien à travers son architecture qu'à travers la passation de son histoire, jusqu'à même la conservation de son histoire. Et ça explique énormément de choses sur les détails qu'on va aborder concernant Djerba, qu'on détaille maintenant. On va surtout expliquer en quelques cartes, avant de repasser aux mosquées, la structure et l'implantation des mosquées, qui elle-même illustre très très bien toujours cette même pensée logique, et qui fait également la structure du livre. En fait, on a essayé de faire un livre sur les Ibadites
de manière ibadite, donc en pensant les choses en fonction de leur utilité. C'est ce que Virginie va expliquer maintenant concernant la structure et l'implantation des mosquées sur l'île. D'abord, je voudrais dire deux mots de l'évolution de l'ibadisme à Djerba. Donc, la particularité de Djerba, c'est qu'il y a eu une population entièrement ibadite jusqu'à environ le début du XVIIIe siècle, et puis progressivement, une partie des ibadites, qui étaient surtout situées à l'est de l'île, ont adopté le sunnisme malikite, donc comme la majorité des Tunisiens. Alors, c'est très difficile de donner des chiffres, hein, personne ne les connaît, mais on estime qu'aujourd'hui, environ la moitié des Djerbéens sont encore ibadites. L'autre particularité de l'île, c'est qu'il y a un nombre absolument considérable de mosquées djerbiennes qui sont réparties sur l'île de manière parfaitement uniforme. Donc, les petits points blancs que vous voyez là signalent en fait les mosquées que nous avons repérées, sur lesquelles on a travaillé. Alors, il y a un adage qui veut qu'il y ait 365 mosquées djerbiennes, c'est-à-dire une pour chaque jour de l'année. Alors, en fait, on ne devait pas être très loin de ça, puisque il y a eu en 1941 une étude qui a été faite par les Français qui montrait qu'il y avait encore à l'époque 288 mosquées, ce qui donnait en fait une mosquée pour 163 habitants. Donc, c'est vraiment considérable. Alors aujourd'hui, on compte plus ou moins 250 mosquées à proprement parler, donc on ne tient pas compte des marabouts, etc. Parmi ces environ 250 mosquées, il y a la moitié seulement qui sont encore desservies, et seulement une petite partie, surtout dans les agglomérations, donc qui fait la prière du vendredi. Et alors ici, vous voyez les mosquées que nous avons choisi donc de reprendre dans le livre, et qui donc évidemment, pour les raisons que je vous ai expliquées, sont concentrées plutôt à l'ouest de l'île, donc dans la partie qui est restée majoritairement ibadite. Alors donc pour le livre, on a choisi de diviser les mosquées djerbiennes en 5 catégories bien spécifiques, que l'on a défini en fait en fonction justement des fonctions que ces mosquées occupaient au sein de l'île. Alors nous avons les mosquées souterraines, donc les points orange représentent évidemment celles qui sont reprises dans le livre, les mosquées qui font office de madrasa, les mosquées de quai côtière, qui, avec les mosquées fortifiées, vont constituer toute la défense de l'île, je vous expliquerai ça tout à l'heure. Et puis, les mosquées de campagne qui sont de loin les plus nombreuses, hein, et qui sont vraiment, il faut imaginer qu'il y en a vraiment partout, hein, dans toutes les campagnes qui forment le centre de l'île. Alors ici, on a la mosquée de campagne vraiment typique de Djerba, une petite mosquée blanchie à la chaux. Ici, cette mosquée El Mejlis, on la date du XVIe siècle. Alors évidemment, ces datations sont toujours approximatives, hein, c'est très très rare qu'on puisse dater vraiment précisément, mais on voit ici tous les éléments caractéristiques. Donc, on a au centre la mosquée proprement dite, hein, donc avec une petite salle de prière, toujours à taille humaine, hein, donc généralement on peut mettre 15-20 personnes, hein, rarement davantage, c'est pour ça que par la suite on les a agrandis, on verra ça tout à l'heure. Alors le minaret escalier qui se trouve ici, donc on détaillera tous ces détails, on détaillera tout ça plus tard. Le minaret avec un petit lanterneau ajouré qui est tout à fait caractéristique de Djerba pour la prière en été, et puis différents petits locaux. Donc il y a le local à ablution, il peut y avoir également un local qui renferme un puits, et puis des chambres, etc., différentes choses. Alors inévitablement il y a mais généralement plusieurs citernes pour l'eau de pluie. Ça c'est déterminant évidemment parce qu'il faut recueillir l'eau pour les ablutions, et tout ça est entouré par un mur qui renferme vraiment l'espace sacré de la mosquée. Donc c'est tout ce qui est à l'intérieur de ce mur qui constitue l'espace donc de prière. Voilà une autre mosquée de campagne. Donc ici, on retrouve ce que je vous ai dit. Par contre, on voit que la mosquée a été modernisée, hein, donc on a ajouté des haut-parleurs pour faire l'appel à la prière. Et puis on a aussi percé des fenêtres, hein, ce qui est vraiment un signe de modernité, parce qu'à l'origine, en fait, toutes ces mosquées sont complètement fermées pour préserver, évidemment, autant que faire se peut, la fraîcheur de la salle de prière.
Et voilà ici la mosquée Ben Hamouda, qui est vraiment une de mes mosquées préférées. Je trouve qu'elle est vraiment ravissante. Et comme vous voyez, elle est vraiment perdue au milieu des oliviers. Donc le but, en fait, c'était que chaque Djerbien puisse, en moins d'un quart d'heure, accéder à une mosquée. Et comme les habitations étaient complètement dispersées, ça explique évidemment le nombre de ces mosquées. Ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est qu'à l'époque, la mosquée était le centre de toute la vie spirituelle et sociale. C'était vraiment là que tout se passait, les mariages, on signait les contrats, il y avait la prière, il y avait l'école, etc. Donc vraiment le centre principal de la vie des Djerbiens. Je voudrais juste, pour revenir sur l'implantation des mosquées de campagne, sur toute ligne, ramener un détail qui nous avait été rapporté par toi, que j'aimais bien, c'était en fait l'idée toute simple, que chacun doit avoir une mosquée dans un rayon d'à peu près 15 minutes de son lieu de vie ou son lieu de travail. Donc une fois de plus, on n'a pas mis des mosquées plic-ploc au hasard, il y a toujours une réflexion derrière et une raison pour laquelle une mosquée a été construite à un endroit précis. Oui, c'est juste. Donc, alors, la deuxième catégorie que nous avions définie, c'est les mosquées souterraines. Donc, en fait, on en a repéré deux, mais manifestement, il y en a une dizaine, d'après les renseignements que j'ai pu me procurer. Alors, voilà donc une de ces mosquées souterraines, c'est la mosquée Louta. Alors, Louta, en fait, c'est le terme générique qui désigne pour les Djerbiens les mosquées souterraines. Donc pour les francophones, ce sont les mosquées qui sont en bas, en dessous de la terre. Alors, je vais vous montrer ici, donc on voit très bien la cour in pluvium, toujours ce principe évidemment de recueillir au maximum l'eau de pluie. Et on voit ici l'entrée de la mosquée, donc avec la volée de marche qui permet d'accéder à la salle de prière. Alors, dans les guides de voyage sur Djerba, il est expliqué chaque fois que ces mosquées ont été creusées par les Ibadites parce que ils fuyaient les persécutions. Alors bon, moi, avec toutes les recherches que j'ai faites, j'ai trouvé très très peu de persécutions. Et en plus de ça, je trouve que c'est une explication qui est complètement farfelue parce qu'on voit très bien qu'on voit la mosquée. Tout ça est en surface, il y a la cour, etc. Donc il n'y a aucune volonté de dissimulation. Donc en fait, il y a deux explications qu'on peut apporter à ce caractère souterrain. D'une part, évidemment, c'est la recherche de fraîcheur. Avoir un peu plus chaud l'hiver et un peu moins chaud l'été, puisque ces pièces conservent une température qui est moyenne, si vous voulez, qui est très tempérée. L'autre explication, c'est que manifestement, il y aurait un lien avec le culte des grottes des anciens berbères. Alors en effet, on trouve sur l'île plusieurs grottes qui ont été creusées artificiellement dans la cour des mosquées et qui, dans certains cas, on le sait par les textes, ont servi à accueillir des savants qui y ont composé de grands ouvrages ibadites. C'est le cas notamment de la grotte de Mejmej. Donc je pense que c'est vraiment ces deux explications qui doivent être prises en compte. Alors on voit ici la salle de prière donc de cette mosquée Louta avec ces deux mihrabs et on voit ici de nouveau évidemment la sobriété totale de cette salle. Oui, donc dans l'ensemble des photos qu'on voit datent pour le Djebel Nafouz à 2010, on l'a dit, Oman 2012 et Djerba en grande partie 2015-2016. Dans le livre et dans le diaporama, il y a certaines photos qui sont plus anciennes, qui datent de 2010, c'est-à-dire mon tout premier repérage après l'expérience dans le Mzab. Alors en fait, il y a deux manières de remarquer que cette photo date de 2010. C'est d'abord parce que lors d'un voyage l'an dernier, on est repassé à cette mosquée et on a malheureusement constaté, certains savent qu'elle a été fort endommagée pour les raisons qu'on a précitées. Donc à la base des mihrabs, parfois à la base des arcs de voûte, on a creusé de nouveau chasse au trésor ou autre, ce qui a de nouveau le même effet de déstabiliser l'ensemble. La deuxième manière de voir que cette photo date de 2010, c'est que je travaillais encore sans Virginie et que donc je n'avais personne pour enlever les déchets et qui traînaient dans les mosquées pendant que je photographiais le contour.
c'est quelque chose qui a changé depuis. Désormais, je suis munie d'une palme, et donc ça me permet de nettoyer pendant qu'il photographie l'extérieur, parce que malheureusement, en fait, ces mosquées qui sont complètement perdues dans la campagne, souvent servent voilà, un peu de décharge et de voilà, canettes de Celtia, etc. Alors, je vais vous montrer une autre mosquée souterraine, c'est la mosquée Al-Bardawi. Et ici, vous voyez, c'est le même principe. Hein. Donc, on voit bien la cour, le mur bas, quelques constructions en surface. Donc, en fait, très clairement, à mon avis, il n'y a aucune volonté de la part des ibadites de dissimuler. C'était vraiment les deux raisons que je vous ai expliquées plus tôt. Alors, donc on va passer à la troisième catégorie, qui sont les mosquées qui font office de madrasa. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que Djerba a représenté pendant des siècles un centre culturel majeur pour tous les ibadites. Donc il y avait des gens qui venaient du Mzab et du Djebel Nafousa, mais aussi d'Oman, pour suivre des cours à Djerba. Et devant cette affluence, en fait, les ibadites ont dû agrandir les mosquées et créer des mosquées donc, qui faisaient office de madrasa. La plus célèbre d'entre elles, c'est la mosquée Abou Miswar, qui se trouve sur la route de l'aéroport, au nord-ouest de l'île. Alors, c'est une mosquée très intéressante parce que Abou Miswar, c'est un personnage déterminant de l'histoire de Djerba. C'est quelqu'un qui venait du Djebel Nafousa et qui a apporté à Djerba toute la culture, si vous voulez, des ibadites du Djebel, donc toute une série de livres, etc. Ça s'est passé sans doute au tout début du Xe siècle. Et cette mosquée est datée, en gros, des années 950. Donc, c'est vraiment un monument très ancien qui a plus de 2000 ans. Et avec son fils, donc, ils ont aménagé cette vaste mosquée et ils y ont créé toute une série de locaux donc, pour accueillir les élèves, bien évidemment, mais aussi leurs professeurs qu'il fallait loger. Et puis toute l'infrastructure nécessaire, donc des petites salles de cours, locaux à ablution, cuisine, je pense qu'il y a même un four à pain. Hein, donc c'est vraiment une mosquée très très importante jusqu'à nos jours. Bon, c'est la grande mosquée, si vous voulez, ibadite de Djerba. Si je peux me permettre, parce que on me l'a relevé, c'est qu'en fait il y a deux mosquées à Abou Miswar sur Djerba. Donc celle-ci, on l'appelle communément la grande mosquée, ce qui confirme justement son aura dans l'histoire des ibadites. Alors, ce qui est intéressant dans cette grande mosquée de Djerba, c'est qu'il y a 5 mihrabs. Donc ça, c'est vraiment une des caractéristiques de l'architecture ibadite que j'ai déjà souligné. Donc en fait, ici, en l'occurrence, il y en a un qui se trouve bien évidemment dans la salle de prière. Ça, c'est tout à fait courant. Il y en a un, je ne sais pas si vous le voyez ici, tout au fond, qui a été aménagé dans le mur d'enceinte de la mosquée. Et puis alors, ça c'est beaucoup plus rare, il y a 3 mihrabs isolés, on en voit 2 ici, l'un derrière l'autre. En fait, ce sont des petites constructions, ce sont des sortes de mihrabs indépendants, si vous voulez, qui ont été fondés dans la salle de prière, dans la cour, et donc en fait, c'est ce que je vous disais, tout l'espace entouré par le mur est une vaste salle de prière. En fait, on peut prier vraiment absolument partout. Alors, généralement, ce qu'on trouve, c'est un mihrab qui est aménagé dans le portique. Hein, on le voit ici, tout au fond. Hein, donc, ça va transformer ce portique en fait en mosquée d'été. Donc, quand le temps s'y prête, les gens vont pouvoir venir prier là, à l'abri du vent, à l'abri de la pluie. Alors, comme vous voyez, ces niches de mihrab sont dépourvues de tout décor. Hein, c'est très rare que l'on trouve des décors, en tout cas à l'époque médiévale. Hein, alors ici, par exemple, à la mosquée Ben Yarlaf, on a un des rares exemples de décors que je connais. Mais vous voyez, c'est extrêmement modeste là aussi. En fait, c'est une simple moulure avec 2 pinacles qui vient souligner la forme de la niche. Alors, autre particularité des mosquées djerbiennes, c'est que très souvent, eh bien, on va trouver 2 mihrabs côte à côte. Alors, la raison en est la suivante, c'est qu'en fait, comme je vous disais, évidemment, la population a augmenté, on a voulu augmenter dans certains cas la taille de la salle de prière, et les ibadites ne voulaient en aucun cas démolir l'ancien mihrab. Donc, ils l'ont conservé, et puis ils ont aménagé une nouvelle niche de mihrab au centre du nouveau mur de Qibla, ce qui explique cette disposition qui est extrêmement fréquente. Alors ici, on en a une version un peu curieuse à la mosquée Ben Mazouz. Donc on voit très bien les 2 niches qui sont vraiment très très rapprochées, mis à part le fait qu'ici, on a l'une des niches qui est coupée en 2 parties. Et à l'extérieur, ça donne ceci.
Alors, ce qu'on voit au-dessus, en fait, ces ouvertures, ce sont des ouvertures qui sont aménagées à la fois pour la ventilation et pour l'éclairage de la salle de prière. Et alors, je vous montre une dernière mosquée madrasa d'un genre tout à fait différent. Vous voyez, c'est une mosquée vraiment très basse, avec de très nombreux contreforts, qui sont tout à fait différents les uns des autres. Et comme vous le voyez, il n'y a pas de minaret ici. Et donc, on a aménagé une structure métallique, en fait, pour pouvoir accueillir les haut-parleurs. J'ai envie de dire quelque chose. Oui. Ça n'a pas été prévu. Parce que tu parlais des contreforts. Enfin, rien n'était prévu, on improvise tout, en fait. En insistant sur les contreforts, je voulais juste dire qu'à l'origine, le titre du livre s'appelait Contrefort. Bon, voilà, parce que j'ai un éditeur qui est de bon conseil et qu'il s'est adressé aux libraires, il a fallu modifier ça. C'est devenu de manière beaucoup plus générique Djerba. Mais j'aimais bien, d'abord, l'idée de contrefort en tant qu'élément d'architecture récurrent dans ces mosquées. D'autre part, j'aimais bien l'idée de contrefort plus symbolique, c'est-à-dire la manière à laquelle les ibadites parviennent, à travers des outils d'histoire, de communauté, d'académie, de faire tout ce qu'ils peuvent pour soutenir leur histoire, pour soutenir leur communauté. Il y avait des parallèles que je voulais faire là-dedans. J'avais déjà imaginé plein de choses incroyables à expliquer d'ailleurs dans ce sens-là. Puis voilà, c'est devenu simplement Djerba, les mosquées ibadites, avec des contreforts. Alors, on va passer maintenant à une grande particularité de cette architecture djerbienne, c'est le système défensif. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, Djerba est une île qui est extrêmement vulnérable. Alors, pour deux raisons. D'une part, pendant des siècles, ça a été une terre de razzia pour les nomades qui venaient du sud tunisien et de la Tripolitaine, en fait, qui accédaient assez facilement à l'île par à gué ou éventuellement à certaines époques en empruntant la chaussée romaine qui aujourd'hui a été complètement asphaltée. Donc ça, c'était les envahisseurs, si je puis dire, qui venaient du sud. Mais alors, du nord, venaient les flottes chrétiennes, parce que, évidemment, Djerba constituait pour les chrétiens une porte d'entrée vers la Tunisie, qui était considérée comme une terre très riche, et donc un objet de convoitise. Donc, pour parer à toutes ces attaques qui venaient de la mer, les ibadites ont mis au point un système extrêmement ingénieux en se basant sur leurs mosquées. Donc, ils ont aménagé en fait deux lignes de défense. La première d'entre elles qu'on voit ici, ce sont les mosquées de guet côtières. Donc, c'était des mosquées qui étaient réparties à intervalles réguliers sur la côte de l'île. Donc, évidemment, les points orange que l'on voit ici ne représentent que quelques-unes de ces mosquées qui étaient beaucoup plus nombreuses. Et puis, on verra par la suite que plus à l'intérieur de l'île, ils ont aménagé des mosquées fortifiées. La mosquée de guet côtière, sans doute la plus connue, c'est Sidi Yati. Elle est connue notamment parce qu'elle est très très jolie, donc elle se situe, vous la voyez, sur cette falaise. Donc la SIDJ, qui est l'association de sauvegarde de l'île de Djerba, dans les années 90, a complètement refait cette mosquée, enfin la restaurer. Et pour ce faire, en fait, elle a dû consolider, enrocher la falaise sur laquelle la mosquée était bâtie. Donc ça, c'est un des problèmes de ces mosquées de guet côtières, c'est qu'elles sont ruinées, si vous voulez, par l'action de la mer. Alors, voilà la mosquée. Donc, en fait, si vous voulez, la vie dans ces mosquées de guet côtières, c'est un peu comparable à ce qui se passait dans les ribats de l'époque aghlabide et fatimide. Donc, en fait, les ibadites vivaient là. Et ils partageaient leur temps entre la prière et puis la surveillance des côtes. Donc toute la journée, ils se relayaient pour surveiller. Et dès qu'ils voyaient un intrus, un indésirable, eh bien, ils faisaient des grands feux. Et donc ça permettait d'alerter les mosquées qui se trouvaient tout près. Et comme ça, très rapidement, les signaux étaient transmis à toute l'île. Et donc tout le monde pouvait se mettre en fait sur le pied de guerre. Quand tu dis les mosquées qui sont tout près, c'est vraiment organisé de manière très précise. Je ne sais plus de quel ordre c'est, mais c'est de l'ordre de 3 km ou 6 km. Il y en a qui le savent précisément. Donc il y a vraiment tout un anneau. Donc le pointillé qu'on voit ici n'est pas représentatif de l'anneau qui fait toute la circonférence de l'île.
Alors voilà la mosquée, donc bâtie évidemment à l'image des autres mosquées dont on a parlé, donc vraiment au bord de la mer avec une salle de prière qui est très petite. Alors en fait Sidi Yati à l'origine c'est un personnage historique bien connu, c'était l'oncle du fameux Abou Miswar dont on a parlé tout à l'heure, mais aujourd'hui en fait il est vénéré sous le nom de Sidi Yati comme une sorte de saint. C'est une mosquée dans laquelle beaucoup de gens vont se recueillir. Et on voit ici la tombe donc, de Sidi Yati, dont on sait précisément qu'il a vécu au Xe siècle. Donc ici aussi, on est dans une mosquée qui a plus de 1000 ans. Et malheureusement, il y a quelques années, après la Révolution, eh bien, cette tombe a été profanée. Et donc, les ossements de Sidi Yati, qui reposaient là depuis 1000 ans, ont été dispersés au vent. Donc ici aussi, la SIDJ a dû intervenir donc pour réparer tout ça. L'autre mosquée de Guécotière qui est très célèbre, c'est Sidi Jmour. Alors Sidi Jmour, c'est vraiment un des éléments principaux de la défense de Djerba, à tel point qu'elle est figurée sur les cartes chrétiennes du XVIe siècle. Donc elle apparaît sous la mention Ajimar. Donc les chrétiens, malgré leur force évidemment énorme par rapport aux Ibadites de Djerba, avaient bien noté que les Ibadites avaient mis en place tout ce système de défense. Alors ici, on a une mosquée haute que l'on voit là, qui est également, vous voyez, sur la falaise. Et puis, un peu en contrebas, on la voit là, une mosquée qui est plus vaste et qui sert davantage à la prière. Alors, ce sont des mosquées qui aujourd'hui ne sont plus desservies, donc il n'y a plus de culte. Celle qu'on voit là, elle sert surtout à loger les pêcheurs qui viennent pêcher dans cette région. Mais par contre, le site est très fréquenté parce qu'en fait, cette mosquée est un des décors de Star Wars. Et donc, il y a toute une foule d'admirateurs de Star Wars qui viennent. Et voilà, ça permet d'une certaine manière de préserver ce bâtiment. Alors, donc, les mosquées de Guécotière. Et puis, comme vous voyez, plus à l'intérieur des terres, on a les mosquées fortifiées. Alors, en voici une. Donc, quand on dit fortifié, quand on parle de défense, évidemment, on est dans quelque chose de médiéval qui est assez rudimentaire. Il ne faut pas s'attendre à des choses... voilà, des moyens défensifs très importants. Donc le principe, c'est que comme vous voyez, on a des contreforts, mais on en a vu dans d'autres cas. On a surtout une mosquée qui peut vraiment se refermer sur elle-même, parce que le but, c'est qu'une fois que l'alerte a été donnée par les mosquées de Guécotière, la population puisse venir dans la mosquée fortifiée, éventuellement avec son bétail, ses animaux, et donc être protégée. Et donc les Ibadites tenaient là des sièges contre les envahisseurs, et donc ils avaient dans ces mosquées fortifiées toute une série de victuailles, des stocks d'armes, de flèches, et surtout de grandes réserves d'eau, donc pour pouvoir tenir des sièges. Alors, les Ibadites, en fait, prenaient l'escalier qui monte au sommet du minaret, et ils se tenaient sur le grand toit-terrasse, qui était donc percé de meurtrières, et puis de là, ils tiraient des flèches pour essayer d'éloigner autant que faire se peut les assaillants. Et en fait, ce haut minaret servait également à observer la mer et les environs. Donc en fait, si vous voulez, les mosquées de Guécotière venaient suppléer la surveillance qui était faite, les mosquées fortifiées, venaient suppléer la surveillance qui était faite dans les mosquées de Guécotière. Ici, on voit depuis le minaret qu'on avait vraiment une vue qui portait très très loin, à 360 degrés, donc tout ça était vraiment extrêmement bien conçu. C'est vraiment un système défensif qui, malgré ses moyens rudimentaires, était extrêmement ingénieux. Alors, une des mosquées fortifiées les plus belles, c'est la mosquée Tajdid. Alors, elle a la particularité d'être très ancienne, donc certaines sources la datent du 9e siècle, donc ça c'est vraiment, vraiment extrêmement ancien. Et alors la particularité de ces mosquées, c'est que même s'ils sont agrandis, restaurés, consolidés, leur aspect ne varie pas, si vous voulez. Donc c'est vraiment une architecture qui est immuable. Et ce qui est très joli là-dedans, c'est que on peut s'imaginer qu'en 1135, quand les armées de Roger II de Sicile, donc le roi normand, ont débarqué à Djerba, ils ont vu cette mosquée Tajdid quasiment comme nous la voyons aujourd'hui. On peut imaginer que ça n'a pas beaucoup changé. Alors, bon, tous ces moyens défensifs n'ont pas empêché l'île d'être prise. Donc, elle a été prise par les Normands pour une occupation qui a duré 25 ans. Donc, on voit ici très bien le toit-terrasse,
les petites meurtrières qui sont donc, je ne sais pas si vous les voyez, donc ici juste en dessous du rebord, et puis le machikouli, donc qui était un des principaux éléments de défense, très très modeste ici aussi, donc c'est vraiment du moellon hein, avec un support en bois d'olivier. Donc le principe c'est que quand les assaillants arrivaient vraiment à la porte de la mosquée, ben, on pouvait leur balancer des marmites d'huile bouillante hein, pour essayer de retarder le plus possible la prise de la mosquée. Alors, on va passer maintenant aux particularités architecturales des mosquées de Djerba. Donc, on a déjà parlé donc, du système défensif, on a parlé aussi de la multiplicité des mihrabs. Et alors, il y a tout ce qui concerne le minaret. Donc, on a vu que, en général, ces mosquées avaient un minaret, finalement, qui se rapproche du type commun nord-africain, c'est-à-dire une tour à plan carré, mais qui, ici, comme la mosquée est de taille réduite, inévitablement est peu haute, et a un aspect assez trapu. À côté de ça, il y a d'autres formes de minarets, comme celui qu'on voit ici, qui est en fait un minaret qui s'assimile à un pinacle. Alors, c'est une forme qu'on a un peu de mal à expliquer. En fait, manifestement, c'est simplement un signe qui permet donc d'indiquer que c'est bien un lieu de culte, comme on l'a vu un peu dans le Djebel Nafousa. Alors, l'autre élément qui est intéressant, c'est le minaret escalier. Donc, vous l'avez remarqué, en fait, ce minaret escalier, il est présent dans la plupart des mosquées de Djerba, et la plupart du temps, comme ici, eh bien, il est combiné avec un minaret, donc, de forme traditionnelle, une tour à plan carré. Alors ici, il s'agit d'une des plus importantes mosquées de Djerba, la mosquée Tlakin, hein, qui est très ancienne, qui était une grande madrasa, et qui porte, malgré ça, vous voyez donc un machikouli comme celui qu'on vient de voir à la mosquée Tajdid. Donc, en fait, le minaret escalier, c'est très intéressant parce que ça remonte vraiment au tout premier temps de l'islam. Donc, il faut savoir que dans les premières décennies de l'islam, en fait, l'appel à la prière se faisait tout simplement depuis le toit-terrasse de la mosquée. Hein, depuis le toit. C'est comme ça que faisait Bilal, qui était le muezzin du prophète. Et donc, le minaret, en fait, contrairement à ce que beaucoup de gens croient, n'est pas du tout indispensable. Il y a des tas de pays où il y a des mosquées sans minaret. Alors, d'ailleurs, pendant le règne des 4 premiers califes, il n'y a pas eu de minaret, et c'est seulement en 665 que le calife Moawiya a demandé qu'on érige dans la mosquée de Amr, qui existe toujours, bien qu'elle ait été très transformée au Caire, 4 minarets escaliers. Alors, à l'époque, ça se présentait, en fait, comme des volets d'escalier qui longeaient la façade, et au-dessus du toit, on avait aménagé des sortes de petites guérites, en fait, qui avaient pour fonction de protéger le muezzin de la pluie, du vent, etc. Et donc, c'est cette idée qui a été conservée à Djerba à travers les siècles, et on voit précisément dans la mosquée de Tlakin, c'est pour ça que j'ai choisi cette dia, qu'il y a encore cette idée, vous voyez ici, de petites guérites. Alors, mis à part ça, le principe du minaret escalier, il est très simple, c'est quelques marches, généralement c'est 7 marches je crois, et en fait, plutôt que de monter au sommet du minaret, eh bien, le muezzin se contente de faire l'appel à la prière depuis le sommet de l'escalier. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on est à la campagne et que, comme on a dit, il y a des mosquées un peu partout, donc sa voix portait très bien et c'était amplement suffisant pour faire l'appel à la prière. Mais donc, ce qui est intéressant, c'est que Djerba a conservé, à travers des siècles et des siècles, donc, finalement, l'ancêtre du minaret. Alors, il y a la question des décors. Donc, en fait, à Djerba, il reste quelques mosquées, mais elles sont très rares. Et comme vous voyez ici, malheureusement, bientôt, ça aura complètement disparu. Il y a quelques mosquées qui portent des traces de ce qu'on appelle le décor berbère. Alors, bon, c'est une appellation qui n'est pas idéale, hein, mais enfin, bon, jusqu'à présent, on peut parler de décor primitif. En fait, si vous voulez, c'est toute une grammaire de signes qui sont combinés. Donc, on a des cercles, on a des chevrons, on a des traits pectinés, enfin toute une série de motifs qu'on retrouve aussi dans d'autres formes d'art, la poterie, les tatouages, les tapis, les textiles, etc. Et qui donc ici sont reproduits sur les voûtes de la mosquée. Donc manifestement la vocation de ces motifs ici c'est de protéger le lieu de culte et évidemment de ce fait tous les gens qui vont prier à cet endroit.
Alors, dans de rares cas, on a également des décors qui ont un air plus islamique, si je puis dire, puisqu'il s'agit de décors épigraphiques. Ici, à la mosquée Wallery, on a ces versets coraniques qui datent du XVIIe siècle, vous voyez, qui apparaissent en relief sur l'enduit qui couvre les voûtes de la mosquée. Et en fait, cette mosquée Wallery me permet de venir au dernier point qu'on souhaitait aborder avec vous, qui est le problème de la conservation des mosquées de Djerba aujourd'hui. Donc la mosquée Wallery que l'on voit là, c'est une mosquée très très importante à Djerba qui a été fondée au XIIIe siècle. Alors cette mosquée a été restaurée, elle était en très très mauvais état, elle a été restaurée par la SIDJ dans les années 90. Et puis, en fait, elle combine, si vous voulez, tous les drames qui concernent les mosquées de Djerba. Donc, dans un premier temps, après la restauration, cette mosquée a servi de décharge publique. Ensuite, elle a été vandalisée par une bande qu'on n'a jamais pu identifier, qui signait les 3 Satans et qui l'ont couverte d'inscriptions obscènes. Ensuite, comme si ça ne suffisait pas, on s'est rendu compte qu'il y avait des éléments architecturaux de la mosquée qui avaient été volés, donc notamment des linteaux, des morceaux de colonnes, etc., qui ont été revendus en fait par des pseudo-antiquaires pour garnir les nouvelles villas de Djerba. Heureusement, tout ça a été récupéré et replacé dans la mosquée par la SIDJ. Et alors, malheureusement, récemment, eh bien, c'est la salle de prière qui a été vandalisée par les fameux pilleurs de trésors dont on a déjà parlé. Et voilà ce que ça donne. Donc, à notre passage en 2016, vous voyez qu'ils ont vraiment creusé très très profondément dans la niche de mihrab, mais également entre les 2 mihrabs, aussi à d'autres endroits. Et alors, évidemment, le bâtiment, voilà, il faut chaque fois refaire, c'est extrêmement décourageant. Moi, je me place voilà, pour les gens de la SIDJ, c'est vraiment un travail qui n'en finit pas, c'est vraiment très 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 dommage. Donc, en fait, ces mosquées de Djerba, elles subissent, si vous voulez, un triple problème. Donc, d'une part, il y a les mosquées qui tombent en ruine. Il y a les mosquées qui sont squattées maintenant depuis la Révolution par des fanatiques religieux qui sont complètement défigurés. Et puis, il y a aussi le problème de toutes les nouvelles mosquées qui sont construites et qui ne reprennent aucune des caractéristiques que l'on a vues ici pendant l'exposé. Donc, ce sont des mosquées très modernes qui n'ont rien à voir avec l'architecture vernaculaire. Le pire des cas qu'on a vu, c'est à la mosquée Al-Salaouti. Moi, c'est une mosquée que j'ai connue il y a plus de 20 ans, qui avait été en fait rénovée, parce qu'elle représentait vraiment la jolie mosquée djerbienne. Et en fait, elle faisait partie d'un des rares circuits touristiques, donc les touristes allaient visiter ça. Et comme vous voyez, là, elle a été complètement transformée par les salafistes qui l'ont colonisée. Donc, ils ont construit un grand auvent métallique, pour que les gens puissent faire la prière dans la cour. Mais c'est vraiment ridicule parce qu'on a vu que les ibadites avaient prévu depuis des siècles des tas de moyens pour que les gens puissent faire la prière dans la cour en étant protégés du soleil, de la pluie, de tout ce qu'on veut. Et puis, le pire, c'est qu'ils ont construit, vous voyez, ce grand mur en parpaing qui est en cours d'achèvement. Alors, en fait, ça, c'est un couloir qui est destiné aux femmes pour les guider vers une nouvelle entrée pour les femmes qui a été percée dans la mosquée. Et ça, c'est un phénomène qu'on a constaté dans d'autres mosquées. Voilà, donc, ça pose vraiment un très, très gros problème. Mais la raison la plus fréquente d'abandon, de destruction des mosquées de Djerba, eh bien, c'est le fait que tout doucement, elles tombent en ruine, elles s'abîment, parce que si jamais on ne les entretient pas de façon régulière en remettant des couches d'enduit, eh bien, petit à petit, elles se délabrent. C'est ce qu'on voit là à la mosquée Ben Yarlaf, et on le voit ici à la mosquée Ben Mazouz, qui elle aussi tombe doucement en ruine. C'est la mosquée qu'on a vue précédemment avec le mihrab et demi. Une des raisons pour lesquelles je tenais à ce que cette mosquée apparaisse dans l'ensemble, parmi d'autres, c'était aussi pour un peu casser le cliché de la carte postale de Djerba. On parle tout le temps des mosquées blanches de Djerba. Or, finalement, si on regarde ici, j'ai jamais fait le compte, mais je crois qu'on doit être de l'ordre de 50-50, proportion mosquées blanchies et les mosquées qui sont restées de couleur qui rendent cette âme et qui rendent aussi la photo beaucoup plus intéressante accessoirement. Voilà, moi pour conclure, je voudrais rendre hommage aux gens de la SIDJ, donc l'association de sauvegarde de l'île de Djerba, qui font vraiment un magnifique travail, ce sont des passionnés. Et il faut savoir que malheureusement, depuis la Révolution, ils n'ont plus reçu le moindre dinar de l'INP.
Donc voilà, c'est très difficile pour eux. Et enfin, j'espère que vous partagez maintenant notre avis, que c'est vraiment une bonne idée de s'occuper de ces mosquées. C'est un magnifique patrimoine pour la Tunisie. Donc tout ce qu'on peut espérer, c'est que voilà, on les prenne en charge, qu'on puisse restaurer le maximum de ces bâtiments. Et qu'on trouve des fonctions, parce que c'est un des problèmes récurrents, on en parlait plus tôt, et c'est quelque chose qu'on peut voir dans le travail que fait la SM ici dans la Médina à Tunis, c'est de trouver une fonction, une nouvelle utilité, trouver une vie pour une mosquée avant de la restaurer en fait. Parce que le problème n'est pas juste une question de restauration d'un site, c'est que si on ne lui a pas défini une fonction pour revenir à l'essentiel, ça va retomber et on tourne en boucle. Donc le travail de la CIJ est très précieux, parce que s'il ne l'avait pas fait, ben, il y aurait peut-être un grand nombre de ces mosquées qui seraient déjà au niveau du sol, mais il y a quelque chose de plus à faire en termes de destination future de ces mosquées, qui est très important. C'est le petit mot de remerciement, on ne peut pas y échapper. Bon, évidemment, on a déjà eu tous les nombreux remerciements par son Excellence. On tenait quand même à remercier avec force et émotion, parce que voilà, ce projet a été long, ce projet a été plein de surprises, ce projet a été un défi de tous les jours. Maintenant, on a eu le soutien indéfectible de certains partenaires, et au-delà de ce soutien, on va dire simplement financier, je tiens à mettre en avant aussi le soutien moral, c'est-à-dire que d'un autre côté, on a eu des personnes qui ont cru en nous des projets, dès le début du projet, qui ont vu l'intérêt de ce projet et qu'on n'a pas voulu décevoir. Et on est très très content aujourd'hui de pouvoir leur présenter ce livre, d'être là avec vous et qui sait d'avoir peut-être pu faire connaître un peu plus de cette histoire très particulière ici dans le Grand Nord, si je peux dire. C'était très important pour nous. Voilà, donc ici on a repris les publications que j'ai faites soit seule, soit à partir de 2010 en collaboration avec Axel. Donc ma thèse de doctorat sur le sud tunisien, les Ibadites chez Brepols, qui est un ouvrage de vulgarisation qui parle du Maghreb et d'Oman également. Les mosquées Ibadites du Djebel Nafousa, donc avec les photos d'Axel, dont on en a parlé tout à l'heure. Donc là c'est vraiment un ouvrage très scientifique basé sur les textes. Les Ibadites, qui est un numéro qui vient de sortir en fait spécial de la revue Horizon Maghrébin, qui parle de la communauté ibadite aujourd'hui, post-révolution si vous voulez, et puis eh bien, le livre que nous vous avons présenté donc sur Djerba. Bravo. Alors le programme s'appelle Idéba. Je vais laisser la parole, je pense, un petit moment à... moi je dis cher, je dis docteur, je dis monsieur, je ne sais pas comment je dois dire. Voilà. Monsieur Jabiri. Ah oui, très bien. Voilà. Qui va pouvoir introduire la séance questions, idées, débat, qui est finalement le cadre dans lequel on se retrouve ce soir. بسم الله الرحمن الرحيم. اسمحوا لي لا أحسن الكلام بالفرنسية وكلكم تفهمون العربية. أنا لست أدري ماذا أقول. أستحضر قصة بسيطة بين أستاذ جامعي وشاعر. اقترح الأستاذ الجامعي أن يحلل قصيدة لشاعر بحضوره. حضر الشاعر واستمع إلى تحليلات القصيدة، وبعد أن قدموا كل ما عندهم سألوه، فأجاب إجابة تصلح لهذا المقام. فقال الشاعر: زدتموني حبا في قصيدتي،
هذا العمل هو عمل جاد رصين، أقول من العيار العلمي الثقيل الذي جمع بين شخصين عاشقين، وكل من اشتغل بهذه المساجد خرج كمجنون ليلى. أخونا رياض مرابط وقد قدم مدونة مساجد جربة، وفي القسم التحليلي كما ذكرت لكم كأنه مجنون ليلى. لا أطيل. النقطة الأساسية بالنسبة إلى هذه المساجد أنها ليست منطلقة من فراغ، وإنما وراءها وقبلها وفوقها منظمة أو منظومة علمية إيمانية راقية. جربة نزار نفوسها لا يتحرك شيء بدون إذن الجامع، يعني بدون إذن القرآن، بدون إذن سنة الرسول عليه السلام. والشابان الكريمان انتبها إلى هذا، فهنالك روح تجدونها في جميع المساجد. حينئذ هناك جماعة عزابة وشيخ الحلقة الذي لا يقوم أي شيء في الجزيرة بدون إذنه. هذا الجانب الروحي واضح. من طرف الجزيرة إلى أطرافها هيكلة واحدة، ومحافظة على الرصانة، صبرية، محافظة على الهدوء والرصانة. هذه الهيئة، هيئة العزابة، استطاعت مع الحفاظ على مساجدها، الحفاظ على مجتمعها، والحفاظ على اقتصادها، والاقتصاد الذي يعتمد على الذات، والقصة في هذا تطول. أنا أشكر هذا الفتى الكريم الذي التقيته قدرا. أين التقينا؟ في نفطة. أول لقاء كان قدرا، كان كنا في نفطة، حيث انطلقنا هنالك لنضع الحجر الأساس للمركز الدراسات والمقارنات العالمية. فكان اللقاء بديعا، ومن هنالك بدأت المراسلات الواتسابية. سامحوني بلحيتي نستعمل واتساب والبيعات بتاعكم كلها. لا أنسى سعادة السفير الذي شرف هذا المجلس وعبر تعبيرا ليس سياسيا، وإنما تعبيرا ثقافيا راقيا، ملأ القاعة وشجع الجمهور وشجع ديريكس. أنت وفيرجيني مرحبا بكم برشا برشا في هذه الجولة. وماذا أقول لكم؟ احنا عندنا مثل نقولوه: أجركما على الله. ونقول ينبغي أكثر من هذه الكلمة. الله تعالى يبارك عملكما، ونحن نراه كاملا الآن، واستمعنا إلى استنتاجات طبيعية منطلقة من إنسان لا علاقة له بالإسلام، وإنما لاحظ ثنائي، واحد يصور واحد يكتب، فلاحظ وجمع أمرا كما قلت في البداية. أنا واعتبر أنني شيخ المختصين في هذا الباب، زدتموني حبا لهذه المساجد التي أحببتها وما زلت أحبها. وآخر ملاحظة عبرتم عنها مؤسفة جدا، ولكن يجب أن تقال. فالأمر الذي يرى من نبش هذه المساجد ليس من أجل الكنوز، كذب وافتراء، وإنما هو تيار متشدد منتقم من الإباضية يدوس هؤلاء الناس بقدمه. وأكبر جريمة هي أنه ينبش أقدم قبر
الإباضية في جامع سيدياتي الذي كان يعبر عن التآخي بين تيارين، تيار مستاوى وتيار الوهابية، وهذا خال وهذا ابن أخته، فالجماعة تنبش القبر وتخرج ما فيه من رفات وتعتز بذلك وتذكر ذلك ولا تخفيه. فنحن نقول نسأل الله تعالى أن يحمينا، لأن كل الحفر التي رأيتموها إنما هي ضرب من التعصب الذي نسأل الله تعالى أن يحفظ منه البلاد وأن يحفظ منه العالم كله. لا أستأثر بالكلمة، فأحييك مرة أخرى، وأنت أيضا أعذروني فأنا أحببتكم كثيرا هذه السهرة التي كنت أرجو أن تقع منذ سنوات، لكن الحمد لله وقعت وسيقع خير منها إن شاء الله. وأنا أعاهد بما أستطيع أن أساعد هذا العمل ماديا ومعنويا. Bonjour, c'est très beau ce qu'on vient de voir. Juste, je tiens à préciser 3 petits points. Le premier point, ce qui menace le plus les mosquées de Djerba, et je sais de quoi je parle, c'est pas le vieillissement, c'est pas les pilleurs de tombes, malheureusement, c'est les autorités officielles. Parce que quand à côté d'une petite mosquée à dimension humaine, on vient construire une immense mosquée, donc la petite, puisqu'elle n'a pas son périmètre, elle n'a plus de sens. C'est le cas de Jema Boulel, à côté de l'Institut supérieur des études technologiques. C'est le cas de la mosquée Hadarbesh. Oui, mais on a vu plusieurs exemples. Ici, on a vraiment fait une sélection parce qu'effectivement, vous avez bien raison, c'est un problème qu'on a constaté. D'accord. Et puis cette tendance à vouloir construire des minarets de plus en plus hauts, malheureusement. D'accord. L'autre chose, peut-être, on a parlé de l'architecture de Jebel Nefoussa et de Djerba. Il y a quelque chose de très particulier, il y a eu beaucoup de mouvements de population entre la Libye de la côte et Jebel Nefoussa et Djerba et même Tatawin et Duiret qui étaient ibadites. Le troisième point, je suis de la région Est. Je suis des renégats qui ont été reconvertis au malikisme. Juste pour l'information des Tunisiens, c'est que le pouvoir husseynite à Tunis, il craignait beaucoup de cette volonté d'autonomie, d'autogouvernance des Djerba qui étaient gérés par les confréries des Azeba. Donc il a tout fait pour reconvertir les Djerbiens au rite malikite husseynite. Et pourtant, la moitié Est, elle a gardé, comme sur le plan culturel, sur le plan architectural, tous les éléments du rite et de la philosophie ibadite. Oui, tout à fait, parce que les Malikites ont construit par la suite des mosquées en s'inspirant très très fort du modèle ibadite. Donc effectivement, c'est vraiment historiquement que la différence se fait en fait, parce que quand on se promène, on ne le voit quasiment pas. Il ne s'agit même pas de construire en fait, c'est qu'ils ont gardé les mêmes mosquées, il n'y a pas eu de modification. Les mosquées. C'était une formule, mais en réalité, on ne voit pas quand on passe la frontière. Merci encore pour votre Merci à vous. Je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui souhaitent intervenir. Monsieur Salens, ici devant. Merci. D'abord, un grand bravo pour ce travail extrêmement fouillé sur un sujet très peu connu, comme l'a souligné Axel. La présentation a été faite avec beaucoup de pédagogie, passion aussi, bien sûr, et puis ce sens d'une curiosité
très pointu, très aiguisé sur une page de l'histoire qui sans doute est beaucoup plus importante qu'on peut l'imaginer. Malgré sa discrétion, malgré sa modestie, malgré aussi un nombre finalement a priori peu important, puisque je crois que c'est quoi, 2-3 millions d'Ibadites dispersés entre l'Algérie et Oman. Et donc ce travail aussi très recherché sur l'architecture dans son contexte historique, culturel et politique. La question que je voudrais vous poser, à tous les deux d'ailleurs, c'est la recherche documentaire. Qu'est-ce qui vous amène? Donc on a eu l'intervention de l'imam ici, évidemment, donc ça c'est aussi un accès à la connaissance orale, mais au-delà de ça, quelles sont les sources sur lesquelles vous avez pu travailler? Où sont ces sources? Dans quelle mesure sont-elles dispersées à travers le monde ibadite, voire ailleurs? Est-ce qu'on retrouve un nombre important de sources documentaires ailleurs que dans le monde ibadite, et notamment en Europe, à travers la colonisation, etc. Quelles sont ces sources accessibles? Comment se présentent-elles? En fait, dans les textes ibadites médiévaux, on trouve presque rien sur les mosquées à proprement parler de Djerba. Autant, comme je l'ai dit, sur le Djebel Nafousa, il y a quelques éléments qu'on peut pêcher. Sur Djerba, il n'y en a quasiment pas. Donc en fait, il y a des études modernes. Il y a l'étude que monsieur a faite en 1975, si je ne me trompe pas. Il y a eu une sorte de Bible pour moi qui est le gros volume de Riyad Mhabet, qui a en fait consigné toutes les mosquées de Djerba en prenant leurs mesures, en les décrivant, etc. Ça, c'est une publication qui n'est accessible qu'en arabe. Et puis, voilà, il y a quelques textes qui ont été écrits. En fait, les sources sont franchement assez limitées. Hein. Il y a les travaux de M. Mérimi, maintenant, pour l'époque moderne. Enfin, voilà, il y a quelques travaux, mais disons qu'ils ne sont pas énormes. Donc, en fait, ce qu'il faudrait, évidemment, aussi, ce sont des études de terrain qui soient plus poussées, etc. Bon, mais franchement, les textes médiévaux ibadites ne donnent quasiment aucun renseignement, malheureusement. C'est dommage parce que ça m'aurait passionné, moi, de les étudier, de les mettre à profit. Mais il n'y a quasiment rien qui est évoqué. Oui, le micro a disparu. Ah, voilà. Il y a un monsieur qui veut s'exprimer avant. Merci pour ce voyage, vraiment très intéressant. Je voudrais savoir si vos recherches documentaires et bibliographiques nous permettent de connaître à quelle époque à peu près a été construite la dernière mosquée ibadite et où. Alors, pour les datations, c'est vraiment le gros problème, hein. C'est très difficile. Donc, de nouveau, contrairement au Djebel Nafousa, on sait assez peu de choses. Et comme je disais, le style est quasiment immuable, donc jamais on va pouvoir se fonder sur l'apparence de la mosquée pour la dater. Hein, c'est différent par rapport, si on prend les églises chez nous, on va avoir le style roman tardif, gothique, etc. Ici, il n'y a rien de tout ça. Donc, les mosquées sont toujours construites vraiment de la même façon. Donc, soit on peut se rattacher à un personnage, donc c'est le cas pour Sidi Yati, pour Abou Miswar, soit on a exceptionnellement des indications qui sont notées dans la mosquée, on a parfois des familles qui ont consigné l'histoire de leur mosquée, donc la plupart de ces mosquées en fait sont sur des domaines familiaux jusqu'à nos jours, mais vraiment, mis à part les dates de restauration que souvent on connaît, pour peu qu'elles soient modernes, on a vraiment très peu de renseignements. Donc ce sont des hypothèses en fait, malheureusement. Et je ne vois pas comment on pourrait vraiment progresser dans ce... Oui, on a quelques textes, il y a le texte d'Al-Hilati à la fin du XVIIe siècle qui donne là beaucoup plus de renseignements, mais bon, c'est déjà tardif, à la fin du XVIIe, pour des monuments qui sont vieux de plusieurs siècles. Enfin, disons que ça, c'est une des sources majeures pour les gens qui travaillent sur Djerba. Je pense qu'on peut donner le micro à monsieur Mérimi qui est là. Merci. Je trouve que votre exposé est vraiment riche et je suis d'accord sur
presque la totalité de... bon, mais juste, j'ai voulu insister sur quelque chose que je trouve très important. C'est que, en fin de compte, parler des Ibadites, c'est parler d'un projet de société. C'est vrai, on n'a pas assez abordé, vous avez raison. Oui. Et il me semble que aborder les mosquées comme sujet de recherche, c'est une entrée en matière à ce projet de société. Donc, presque la mosquée, c'est un fait social total. Hein? C'est vrai. Ouais. Et il faut dire que ce projet-là, il faut le prendre comme étant un itinéraire. C'est-à-dire qu'il a été précédé par le pré-islam et par la suite l'évolution dans l'islam. Hein, dans l'islam. Et par rapport au pré-islam, disons, il faut savoir que Jerba, par exemple, était une région de villes à l'époque romaine et à l'époque antique, d'une manière générale. Alors le problème qu'on se pose, c'est comment ça se fait que les Ibadites, une fois sortis de cette époque et entrés à l'ère de l'islam, hein, ils ont choisi ce projet de société basé sur la mosquée. C'est très important tout ça. Et c'est une question à laquelle il faut répondre. Alors, au sujet des mosquées, c'est vrai qu'on a vu que des mosquées qui sont à l'heure actuelle dans un état assez presque restauré, etc. Mais d'un autre côté, on trouve un autre type de mosquée qui est en quelque sorte abîmée par les effets du voisinage et de la... Hein? Et on a vu ça à Jebel Nafousa, la mosquée, la coupole verte n'était pas propre aux Ibadites. C'est une... Hein? Et il y a les mosquées qui tombent en ruine. Et alors là, ça montre que l'islam, disons, à Djerba, n'est plus un islam singulier, mais un islam pluriel. Il y a l'effet du pouvoir central, il y a les forces extérieures, comme vous l'aviez dit. Et il me semble que, donc, pour les mosquées particulièrement, on fait abstraction à cette périodisation qu'on connaît. Hein. Une fois qu'on est en période d'islam, il faut raisonner sur la longue durée. Voilà, tout simplement. Merci. Merci à vous. Oui, j'aime bien rebondir sur l'idée, parce que bon, d'un point de vue extérieur, non historien, non architecte, une des raisons pour lesquelles j'ai eu ce coup de cœur, c'était justement cette dimension qu'on pourrait qualifier actuellement d'écologique, biologique, par exemple. Il y a quelque chose ce bon sens dans l'architecture que je citais précédemment se retrouve aussi justement dans la gestion de l'aération, gestion du climat à l'intérieur, etc. Donc c'est vrai qu'on a beaucoup insisté sur cet aspect-là de l'architecture et de l'esprit ibadite quand on a fait notre présentation la semaine dernière devant de jeunes architectes. C'était plutôt ce message-là qui, pour moi, importait. C'était plutôt que de penser véranda climatisée au front de mer à Djerba, c'était voir d'abord comment est-ce qu'il y a moyen de faire et comment est-ce qu'ils ont fait depuis 1000 ans pour intégrer, plutôt que d'aller sur Google et voir comment quelqu'un fait dans le fin fond de l'Amazon pour faire des trucs cool et baba cool et bio. En fait, les solutions existent en fait dans cette logique-là. Donc c'est très volontiers que je rebondis sur
cet esprit de société qui, en fait, voilà, qui est très moderne, en fait, ou en tout cas très actuel. Je termine أقول همة الباحث توصله إلى نتيجة وهذان انطلقا من صفر لا يعرفان لا إباضية ولا جواب حفاظية انطلقا فوصلا إلى هذه النتيجة نحن نقول الآن أيها الأحباب الكرام وفرنا بجمعيتنا جمعية جلب التواصل عنوانها نهج عقبة بن نافع في حي التوفيق مكتبة إباضية فيها جميع المصادر وهو ما جمعته طول حياتي على ذمة الباحثين فأهلا وسهلا بكم شكرا. Merci à vous. Je crois qu'il y a encore quelqu'un qui veut s'exprimer. السلام عليكم. أنا اسمي محمد فتح الزرقوني مواطن من العامة بناي. أشتغل في المشروع نفطة أين التقي الشيخان شيخ الباحث المصور والشيخ فرحات الجابي وهو مركز أبي العباس الدرجيني وأبي علي السني للحوار والتراث والتنمية وهناك تراث في نفطة أتمنى لكما أن تدرساه جيدا وخاصة بعض تاريخ الأباضية هناك وأتمنى أن يكرمنا الله قريبا وننجز هذا العمل ونحملكم من هنا إلى هناك وتكون فرحة كبيرة بإذن الله. Mais ma petite question pour madame, c'est concernant l'inspiration de monsieur Le Corbusier avec l'architecture. Si vous voulez nous donner quelques informations de plus. Et merci de votre réponse. Alors, écoutez, moi je ne suis pas du tout une spécialiste de Le Corbusier, mais ce que je peux vous dire, c'est que donc il a séjourné dans le MZAB, et en fait il avait conçu toute une série de projets à partir de ce qu'il avait vu là. Mais à ma connaissance, la seule réalisation qui a vraiment été faite, c'est cette fameuse chapelle Notre-Dame de là-haut. Et donc, dans ses écrits, en fait, il a toujours vraiment affiché de façon très claire le lien entre le MZAB et cette chapelle. Finalement, à mon avis, quand on la regarde, il n'y a pas énormément de choses. Il y a la fonctionnalité, il y a le fait qu'elle est blanche, il y a les niches qu'on retrouve. Mais je pense que c'est surtout que Le Corbusier voyait ça comme une étape vraiment déterminante dans son évolution d'architecte. Je pense que c'est vraiment quelque chose qu'il a toute sa vie, voilà, très très fort inspiré. Il a adoré le MZAB. Et donc, il a essayé d'appliquer tout ce qu'il avait trouvé comme solution fonctionnelle dans le MZAB à son architecture. Il y a d'autres architectes français, enfin Le Corbusier en l'occurrence c'était un franco-suisse, mais Ravero, André Ravero, qui malheureusement est décédé tout récemment, qui a beaucoup travaillé dans le MZAB, qui a sauvegardé beaucoup de monuments et qui lui aussi a fait une architecture qui était vraiment inspirée par les maisons du MZAB. Donc, c'est pour ça qu'en fait, quand je parle d'architecture ibadite, je ne parle pas beaucoup du MZAB parce que c'est vraiment ce qui est beaucoup plus connu que le reste. Donc, il y a souvent des émissions qui en parlent, c'est tellement spectaculaire. Il y a un côté spectaculaire, en fait, avec le haut minaret qu'on ne retrouve pas ni à Djerba, ni dans le Djebel Nafousa. Voilà, je ne sais pas si quelqu'un veut encore intervenir, autrement on va, monsieur là-bas au bout, si on peut lui donner un... Dernière question. Merci. D'abord, je veux commencer par partager un petit peu mon expérience en tant qu'étudiant d'architecture. On a fini notre voyage d'études, c'était à Djerba, et j'étais fasciné par cette particularité architecturale et qui n'est pas juste au niveau des mosquées, mais aussi au niveau des houches, les maisons des Djerbiennes et aussi les menzel et les autres types d'architectural. Donc, c'était pas ma première visite à Djerba. C'est le côté spirituel qui a fondu toute une architecture. Donc, ma question ici, c'est
pourquoi on a s'intéresser juste au niveau des mosquées? Pourquoi pas les houches et les autres types d'architecture? Parce qu'il a fallu faire un choix. Parce que voilà, les mosquées, c'est déjà tellement vaste. En fait, ça n'a l'air de rien, mais pour sélectionner les photos et les mosquées de ce livre, on a déjà vraiment dû beaucoup réfléchir, parce qu'en fait, on en a vu beaucoup plus. Voilà, donc... Oui, et puis, tout nous intéresse. Tout à l'heure, j'ai omis de parler... il y a les huileries souterraines, il y a les ateliers de tissage, il y a différentes formes d'édifices. Tout est intéressant. Disons que voilà, nous, on s'est consacré aux mosquées cette fois-ci, mais pourquoi pas une autre fois bien s'intéresser à l'architecture en général. Maintenant, il y a d'autres personnes qui travaillent sur ce genre de sujet, donc voilà, il faut se partager aussi les centres d'intérêt. Est-ce que quelqu'un veut encore intervenir? Non? Eh bien, merci beaucoup pour votre participation. Ah, pardon, j'avais rien vu du tout, pardon. Allez-y. Voilà, je vais me permettre de vous voler la vedette. Donc, en parlant le dernier, juste pour dire d'abord que c'est un travail formidable, je vous remercie. Vous nous aidez à redécouvrir notre culture et c'est pas évident. J'aime bien l'expression de renégat. C'est vrai que on se reconnaît dans ce moule-là ibadite qui on va dire, qui est très structurant, même pour l'autre partie de l'île. Le choix des mosquées est très judicieux dans la mesure où il traduit l'idée que la mosquée est un succédané de la civilisation musulmane, arabe et berbère. Et on retrouve cette mosaïque, cette diversité dans l'approche ibadite, à la fois de la construction et de la manière dont ils sont acclimatés à Djerba. Je relève également une différence avec le mzab, puisque le mzab s'est constitué pratiquement ex nihilo à partir de rien. Alors corrigez-moi si je me trompe. Non, tout à fait. Alors que les mosquées djerbiennes, conformément au principe de la continuité de l'espace sacré, s'inscrivent dans le continuum historique à la fois antique, romain, et plusieurs des mosquées servaient de sentinelles, notamment celle que vous avez montrée à Merzel, je pense, puisque c'est la mosquée du village de mes parents, que je connais très bien. Et donc voilà, c'était un petit témoignage pour vous dire que c'est un travail formidable dans lequel on se reconnaît, bien que je pense on doit surmonter une crise, puisqu'il y a des tensions autour de l'affectation de ces espaces-là, et qu'il y a toute une jeunesse, toute une population qui se retrouve exclue de ces espaces-là. Le pire qui puisse nous arriver, c'est qu'on fossilise ces espaces, c'est-à-dire qu'on en fasse seulement des musées, alors que c'était des espaces de vie par excellence. Voilà. Eh bien, merci. Donc, c'est vous qui terminez la séance. Merci pour votre participation, votre présence. Et voilà, Axel va conclure. Il y a 3 choses à rappeler. Donc, d'abord, l'exposition dans laquelle vous êtes arrivés, qui se maintient donc jusqu'au 31 mars et qui sera ouverte tous les jours du mardi au samedi. De 10h à 18h. De 10h à 18h. Et les jeudis de 11h à 19h. Donc, de 10 à 18h. Voilà, très bien, merci beaucoup. Donc, n'hésitez pas à revenir et d'emmener du monde. Deuxième point, c'est qu'en fait, au bout de l'exposition, certains m'ont déjà remarqué, vous avez ce film, ce documentaire qui tourne en boucle. Vous pouvez écouter son contenu à travers les écouteurs sans fil qui sont disponibles à la demande, c'est ça. Et puis, pour le mot de la fin, je vous informe que mon éditeur est à la sortie, là, avec une table. Et je crois que si vous voulez éviter d'acheter un livre, il va falloir courir très vite, parce qu'ils vous attendent, en fait, là. Genre, voilà, mais c'est son job, en fait. Moi, c'est plus mon job, moi, j'ai fini. Donc, lui, il s'occupe de la vente du livre, ici, devant. Donc, vous débrouillez comme vous voulez pour éviter de vous faire attraper. Merci beaucoup. Merci.